Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Le Mali a-t-il encore le leadership dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Nous allons nous poser la question puisque le chronogramme établi pour l'installation des autorités intérimaires et le début des patrouilles mixtes a été contesté, notamment à Gao, Kidal et Tombouctou. Pourquoi? Nous allons poser la question à nos invités. On va également parler de ces violences intercommunautaires survenues à Kemassina, dans le nord de la région de Ségou. Et si le temps le permet, nous allons parler de ce président atypique nommé Donald Trump. Des questions qui seront abordées par nos invités Adam Thiam du Républicain, Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant, chercheur, professeur donc à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, Ousmane Fafa Bamba de Info7 et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Premier thème, des dizaines de victimes dans des affrontements intercommunautaires survenus à Kemassina, plus précisément à Djawaribougou, c'est le nom de cette localité théâtre des affrontements. Voilà des images que nous voyons ici. Pendant un moment, on se gardait par pudeur d'afficher ces images, de les flouter, mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut les montrer pour faire savoir ce qui se passe concrètement, puisque le décompte macabre, on se pose la question jusqu'à quand allons-nous continuer ce décompte macabre, notamment dans les régions du centre, Mopti et Ségou plus précisément. Merci bien. Je dis simplement que c'est déplorable ce que nous craignons arrive hélas. De plus en plus, la violence commence à descendre au centre si elle ne s'y installe pas. Et par rapport aux images, c'est vrai qu'il faut respecter les droits des personnes décédées parce que c'est pas bon de montrer souvent ces images, mais quand le fait survient, pour une fois, la presse a le devoir de le montrer de façon professionnelle pour insister sur l'ampleur du dégât. Mais je dis simplement que ce qui me gêne dans le traitement de ces informations en ce qui concerne ces affrontements, c'est souvent l'angle sous lequel on le traite. On le traite souvent sous l'angle interethnique. Un vocabulaire assez nouveau pour moi pour qualifier comment on appelle, ces conflits intercommunautaires qui ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis hier, les éleveurs et les paysans agriculteurs ont souvent eu des accrochages. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut fabriquer une position pull Bambara, tout comme on en a fait pour le Nord, et ce n'est pas une bonne chose. Okay. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut essayer, en tout cas au niveau de la presse, de le présenter sous l'angle sous lequel il a toujours été présenté. C'est vrai, il y a des éleveurs qui font souvent paître dans les champs des Bambara, et souvent ça crée des conflits. Mais ce n'est pas aujourd'hui simplement que ça se passe. Okay. Donc c'est ça mon intervention. Monsieur Maïga, qui vous inspire ces affrontements-là? Monsieur Tangara, c'est simplement dramatique ce qui se passe là. Je commence par m'incliner sur la mémoire des vies ainsi perdues et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Véritablement, ce qui se joue devient de plus en plus, je vais dire, un film d'horreur. Véritablement, c'est cela qui se joue, sans que l'État ait le ressort nécessaire de reprendre la main. Parce que c'est le dépéritement de l'État qui favorise de tels agissements. Et un État suppose qu'il y ait une force sécuritaire, donc une force publique qui impose la loi et qui s'interpose en cas d'affrontement entre les peuples. Et justement que l'État soit présent aussi en termes d'administration, en termes de justice, pour que si une personne se sent lésée en quoi que ce soit, elle puisse s'adresser justement à ces instruments-là. Mais ça n'existe pas et on ne voit pas même un début de rétablissement donc, de cet État dans ces zones-là. Et c'est tout le problème. Serge Daniel. Le sentiment, c'est que c'est vraiment, à mon avis, il est vraiment réducteur de vouloir dire c'est une affaire entre agriculteurs d'un côté et des éleveurs de l'autre. La réalité, c'est que dans ces zones-là, vous avez des gens qui sont armés
et vous avez des gens qui ne sont pas armés. Et que c'est la loi du plus fort qui règne malheureusement. Et vous l'avez si bien dit, l'absence de l'État n'arrange pas du tout les choses. Ça a commencé, on était sur le plateau dimanche dernier, Adam avait déjà l'information, je ne sais pas comment, mais déjà, depuis ce jour-là, ça s'est poursuivi le lendemain. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que vous avez des cases qui ont été brûlées, vous avez des gens qui ont été tués, essentiellement parce que quand deux personnes se battent et qu'il n'y a personne pour les séparer, dans ce cas, c'est l'État. L'absence totale de l'État n'arrange pas du tout les choses, surtout qu'on quitte maintenant, il faut faire attention, on quitte la région de Mopti pour venir dans la région de Ségou. Donc ça se métastase, donc on vient vers le sud, et donc peut-être qu'à un moment, on ne pourra plus contrôler la situation. Il faut éviter ce que j'appelle, excusez-moi d'utiliser le terme, une guerre civile dans cette zone-là. Si l'État n'intervient pas rapidement, si les ministres se chargent d'aller sur le terrain quand il y a ce genre d'affrontement pour revenir le lendemain, ça ne règle absolument rien du tout. Ok, Aram Thiam, sur la question. Moi, j'ai appris dimanche dernier, Serge, parce que je suis membre d'une association culturelle Peul, donc Tabital Poulakou, et que je m'intéresse effectivement à la question du centre. Le fait que je sois dans le comité directeur de l'association Tabital Poulakou peut probablement atteindre mon objectivité. C'est peut-être ce à quoi j'ai assisté hier, Serge. Je crois que vous étiez là, donc au club de la presse où Tabital Poulakou s'est réuni pour se prononcer sur les graves événements de Kemasina. Mais aujourd'hui, j'étais à une autre séance où, par exemple, même les chasseurs de Kemasina étaient invités à se prononcer et à dire effectivement leur lecture de la situation. C'est la séance d'audition organisée par le Parena. Maintenant, et au moment où je vous parle, ça continue, parce que si j'ai bien compris, lorsqu'on fait le tour des sites comme Kissal, qui s'occupe de la question, on voit effectivement que les Peuls ont commencé les représailles. On parle déjà de morts dans le camp des Dozo. Et c'est une situation absolument grave, mais les termes sont importants. On parle d'affrontement intercommunautaire. Hier, ce que j'ai entendu dans les réunions de Tabital, et aujourd'hui, ce que j'ai entendu à la réunion du Parena et de la part des Peuls, c'est que en fait, il n'y a pas d'affrontement intercommunautaire. Il y a une milice qui s'en prend à des gens qui sont des Peuls, et on s'en prend à eux parce qu'il y a des djihadistes dans la zone, et on est arrivé effectivement à l'espèce d'amalgame où djihadiste égale Peul. Oui, justement, M. Maïga, peut-être le risque, sera cela d'éviter l'amalgame, puisque dans la zone, souvent, les Peuls sont associés à tort ou à la milice, peut-être à Amadou Koufa. Peut-être qu'il ne faut pas aller vers l'amalgame. C'est peut-être le défi qui se pose non seulement au gouvernement, mais également aux populations de ces localités-là. Que le vivre ensemble légendaire, séculaire, puisse continuer à prévaloir. Véritablement, M. Tanga, continuer dans cette logique d'amalgame est suicidaire pour tout le monde. Et je pense que la crise, elle est multiforme dans cette zone. Et je ne pense pas qu'elle soit nécessairement ou systématiquement ethnique. D'ordre ethnique, non. Ou communautaire. Parce que, voyons, dans ces zones, peut-être qu'il y a une certaine spécialisation ethnique, ethnico-professionnelle. Je vais dire que les Dozo Bambara sont agriculteurs et que les Peuls sont éleveurs. Mais il se trouve que les mêmes couches socio-professionnelles se retrouvent dans les deux communautés aussi, et qu'il y a possibilité d'affrontement entre les deux dans la même communauté. Donc, je ne peux pas être assez réducteur de ce point de vue. Mais ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que l'absence de l'État, j'y reviens, l'absence de l'État fait qu'il y a des relents qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, puisque l'administration a un tant soit peu, à travers, je vais dire, les préfets ou les sous-préfets, à travers la justice, a pu gérer des situations
des crises de ce genre dans un sens, et qu'aujourd'hui, les djihadistes se mêlant à la chose, d'autres ont trouvé de nouveaux protecteurs et ils peuvent aussi avoir des relents de vengeance de ce point de vue aussi. D'accord, ok. Pour rebondir sur ce que vous dites. Vous savez que récemment, le gouvernement, je crois que c'est des autorités ont pris la décision d'interdire les motos au centre comme au sud. Ce ne sont pas les motos qu'il faut interdire, Adam. Ce sont les armes qu'il faut interdire. Si vous interdisez les armes... Bon, c'est les motos qui tirent, peut-être. Les motos ne tirent pas. Ce sont les armes qui tirent. Ce sont les armes qu'il faut intervenir. Et si vous interdisez, par exemple, les motos, on aborde la question du règlement de ces conflits-là. Vous savez, l'infirmier du coin, il va à moto. Beaucoup de gens vont à moto de manière utile, si vous voulez. Donc, il faut demander des autorisations pour circuler, par exemple. C'est-à-dire que si vous voulez régler ce genre de problème, il faut faire très attention. J'étais à la fameuse conférence de presse dont vous parlez tout à l'heure. J'ai découvert un député que je ne connaissais pas du tout, M. Idrissa Sankaré. Et il explique ceci, en parlant des dossos, des chasseurs traditionnels dont vous parlez. Il dit que sur le terrain, ce qui se dit, c'est que les dossos sont soutenus pas des hommes en uniforme de l'armée régulière. Si c'est vrai, ce serait quand même dommage, parce que le rôle de l'armée, c'est plutôt de protéger les personnes, leurs biens, et non de prendre parti pour l'une des deux parties. Il faut régler vite ce conflit-là. Okay. Et sinon, vous allez voir, ça va venir vers le sud et ce sera quelque chose de vraiment dommageable. Ok, Bamba, il n'y a pas 1000 responsables dans cette situation. Il y en a un seul, c'est l'État. La nature a horreur du vide. On voit, Serge l'a dit, l'État, c'est la plupart du temps pour aller constater le dégât, dénombrer le nombre de victimes, mais en amont, on n'anticipe pas. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait vraiment pour préserver un peu la quiétude qui prévaut dans ces zones-là, pour que la spirale, qu'on ne continue pas à descendre vers le sud? Donc, comme vous l'avez dit, certains nous ont fait comprendre que des populations auraient écrit au ministre plusieurs fois sans suite. Une dizaine de lettres. Une dizaine de lettres sans suite, ça veut dire quoi? Nous gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Il ne faudrait pas, comme l'a dit certains ici sur ce plateau, d'attendre que le fait survienne et pour finalement aller sur le terrain 24 heures après retourner. Et dès lors qu'on a conscience que des dangers guettent la République, c'est en ce moment précis que ces ministres doivent descendre sur le terrain, parler avec la population, d'autant plus que ces communautés Peul sont assez structurées. Vous avez entendu que l'association Tapikal Poulako s'est réunie ici. Donc ils ont des interlocuteurs ici qui peuvent leur parler. Et ce que je crains beaucoup, c'est que le Peul ont longtemps constitué les ciments de ce pays. C'est la seule population ou l'une des rares populations blanches qui se marie sans arrière-pensée à toutes les populations. Et quelque part, nous sommes tous Peul. Moi, je suis à moitié Peul, Adam Tchamotla. C'est dommage que cette population qui a longtemps été le facteur de paix dans ce pays en arrive à des confrontations de ce genre. Mais comme l'a dit, les conditions sont telles que l'État n'est pas présent sur le terrain. Vous savez les raisons pourquoi. Mais je suis quand même un peu gêné que des députés affirment que l'armée est aux côtés des milices. Je ne pense pas que ce député a la preuve de ce qu'il dit. L'armée régulière du Mali ne peut pas... c'est pas armer des milices contre d'autres populations du Mali. Donc c'est des affirmations dont il faut vraiment souvent se méfier quand on n'a pas la preuve de le prouver. Ok, pour connaître un peu cette zone-là, on sait que là-bas, les Bambara, en l'occurrence, sont des parents à plaisanterie au Peul. Ramtcham, moi, ce que je voulais peut-être savoir, est-ce que nous allons continuer avec le décompte macabre de part et d'autre, qu'est-ce qui peut être fait vraiment pour stopper tout cela, la spirale de la violence? Oui, juste pour réagir rapidement sur ce que Bamba a dit. Bon, je pense que le député, probablement, qui doit avoir une très haute idée de sa mission, a dit, effectivement, en pesant ses mots. Ce que le député a dit existe aussi dans d'autres rapports, dans les rapports de Human Rights Watch, dans les rapports même de la MINUSMA. Donc il y a, mais enfin, là où moi je pense que nous avons une chance, c'est qu'en écoutant les uns et les autres, hier à la Maison de la Presse, aujourd'hui à la Maison des Aînés, c'est qu'il n'y a pas encore de problème Peul-Bambara. Il y a un problème entre les deux eaux, qu'ils soient instrumentalisés ou qu'ils agissent en solitaire, et des groupes de Peul à cause des activités djihadistes. Et ces activités djihadistes sont souvent prêtées aux Peul. Et j'entends des fois des Peul disent non, même ces histoires de djihadistes, c'est pas vrai. Non, je ne pense pas qu'il faille commettre cette erreur. Il y a bel et bien des activités
djihadistes dans le centre. Il y a des Peuls qui sont bel et bien membres des Katiba djihadistes. Mais les Peuls sont membres des Katiba djihadistes comme les Dogons le sont, comme les Bella le sont, comme les Bozo le sont. Donc une attaque djihadiste, même effectuée par un djihadiste Peul, ne peut pas être attribuée à la communauté Peul. Et ça, c'est ce genre d'amalgame, effectivement, dont il faut se méfier. Et si on y prend garde, effectivement, ça peut basculer. Mais pour terminer, je reviens sur les propos du chef des chasseurs de Kemasina, qui a fait aujourd'hui sa déposition à la conférence du Parena. Il dit qu'ils ont envoyé 12 lettres au ministre, 12 lettres au ministre de tutelle, et qui sont restés sans réponse, 12 lettres pour attirer l'attention du gouvernement sur la gravité du problème de Kemasina. Ok, peut-être qu'on va essayer de dévoiler là-dessus, mais Serge Janel, comment est-ce qu'un État peut avoir du mal à assurer sa souveraineté, son contrôle sur une région aussi proche de Bamako que Ségou, le nord du Ségou par exemple? C'est incompréhensible. L'État malien, on va se répéter, n'a plus les moyens aujourd'hui d'assurer dans les dispositions actuelles de la loi, de l'organisation de l'armée, des forces de sécurité et de défense, la sécurité des populations. Ça, c'est simple. Moi, j'en suis persuadé. Ce qu'il faut regretter, c'est qu'on n'innove pas en tenant compte de la réalité sur le terrain. Il faut des forces de sécurité de proximité, forcément, si nous voulons nous en sortir. Et en plus, je disais un jour à Adam, parce que autour du plateau, des amis qui viennent ici, beaucoup sont devenus ministres, j'ai dit, Adam, mais tu sais, peut-être qu'on perd notre temps à être journaliste, pourquoi ne pas faire de la politique pour changer les choses? Non, chacun a son boulot. Nous sommes journalistes, j'ai pas envie de devenir politicien. Il appartient à ceux qui ont été... Non, je ne parle pas à ta place, je parle à la mienne. Mais il appartient à ceux qui ont été élus démocratiquement d'assurer la sécurité des populations, de donner, de mettre sur table sur un plan d'action pour pouvoir lutter contre ces injustices qui peuvent s'aggraver sur le territoire national. Ça, c'est le rôle de l'État. Il faut réfléchir. Il faut un 36 à 15 code. Dis-moi ce qu'il faut faire. Et ça, c'est à l'État d'installer cela. Ouais, je pose la question, puisque sur ce même plateau, Bamba, on a eu à commenter une demi-douzaine d'événements, d'affrontements interethniques comme cela. Et ça devient vraiment trop. Et puis, rien ne change. Ce sont des visites pour aller constater, dénombrer le nombre de victimes. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Oui, absolument. Je voulais simplement dire, c'est vrai qu'on accuse l'État de sa faiblesse, mais il ne faut pas qu'on oublie les considérations géopolitiques dans lesquelles notre État aujourd'hui est baigné. Il y a un ostracisme politique, économique, militaire et même amical sur le Mali aujourd'hui. Ce n'est pas que l'État soit faible, qu'on soit incapable d'assurer la sécurité de notre pays, mais aujourd'hui, personne ne veut nous vendre des armes, par exemple. Personne ne veut nous vendre des armes. Vous avez dit que des armes circulent au sud. Il faut les acquérir au marché noir. Oui, mais qui les donne ces armes? Pourquoi on donne des armes à des djihadistes, pas à l'État du Mali? Aujourd'hui, on ne cache pas, ce n'est pas un secret d'État, il n'y a pas un fusil pour chaque militaire malien. Alors pourquoi? Et pourtant, si on allait... Aujourd'hui, on n'a pas encore sur la scène internationale, comme c'était le cas aux premières années de l'indépendance, des pays qui sont, entre guillemets, assez amicales, qui défendent la cause du Mali. On n'en a plus. Même la Russie, qui semblait être notre dernier rempart aujourd'hui, ben, on a été court-circuité et aujourd'hui, ils ne veulent plus nous livrer les armes qu'on nous a promises. Okay. Donc je me dis que quelque part, il faut une renaissance de la diplomatie malienne. Il faut que le Mali retrouve ses anciens amis par les tuyaux qu'on peut mettre en place. Ce ne sont pas seulement les armes qui vont régler le problème. Je vous laisse la parole. Okay, ce que je voudrais simplement dire aussi, c'est que l'État devrait prendre l'initiative et constituer des postes avancés de sécurité dans ces zones-là, mais surtout mettre la communauté internationale, notamment l'amunissement, devant ses responsabilités. L'amunissement est là pour la stabilisation du Mali. Et le Mali est instable dans sa zone centre, mais c'est à bon droit que le Mali peut appeler à stabiliser cette zone, à faire des postes avancés, à avoir une couverture aérienne avec des hélicoptères dans cette zone. Mais nous avons vu au fil de la presse que nous avons acquis du matériel de ce genre. Okay. Qui peut déposer des troupes pour sécuriser les populations, parce que c'est des pauvres populations qui en pâtissent et qui subissent les dictats de ces djihadistes. Les informateurs de l'État sont tués, il y a des assassinats ciblés dans ces zones. Il faut le rappeler aussi. D'accord. Il y en a des chefs de village, des imams qui ont été tués. Deuxième thème de l'émission, l'accord
pour la paix et la réconciliation est-il en panne? Suite en tout cas à la rencontre de haut niveau du comité de suivi qui a fixé un nouveau chronogramme pour l'installation des autorités intérimaires et le début des patrouilles mixtes. Des constats fusent notamment à Gao, Kidal et Tombouctou. Il y a une désapprobation quant à l'installation de ces autorités intérimaires. Monsieur Maïga, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est que est-ce que le gouvernement du Mali a le leadership dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, puisque ce chronogramme-là, c'est le gouvernement qui l'a établi et il se trouve des moments qui disent on n'est pas d'accord avec cette proposition du gouvernement. Oui, on peut à bon droit se dire que le gouvernement n'a pas le leadership dans la mise en œuvre de l'accord, notamment dans l'installation des autorités intérimaires, qui, je me dis, à en discuter de ce genre, c'est en fait discuter d'un faux problème. Je m'explique. Les autorités intérimaires, c'est un faux fuyant, parce que ça nous détourne de l'essentiel. L'accord en tant que tel n'a pas été compris. Asseoir la population malienne, lui expliquer que, en fait, son avenir va être tout autre en appliquant cet accord, je pense que c'est simple de le faire. Expliquer à la population malienne que l'accord nous propose une nouvelle architecture étatique qui a 4 piliers, politique et institutionnelle d'une part, ensuite des questions de défense de sécurité, des questions de développement socio-économique et des questions de réconciliation, de justice et de questions humanitaires. Les 4 piliers, et le toit serait justement ce que nous recherchons, la paix et la sécurité et la réconciliation au Mali. Ce n'est pas fait. Nous ne comprenons même pas ce qui se joue dans cet accord. Maintenant, on nous tire une simple phrase qui suggère des autorités intérimaires. On la tire de cet accord pour en faire tout un tabac et nous perdons le temps. On est à 20 mois de la signature de l'accord et nous ne bougeons pas. Vous voulez dire qu'il est caduc, l'accord ? Ça n'a tout l'air, à moins de revenir s'asseoir dans le cadre d'une conférence d'entente nationale, mettre bas la terre et dire voilà qu'est-ce que l'accord nous suggère en termes de l'avenir politico-institutionnel du Mali, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et qu'on puisse y avancer. Ok, il est caduc ou bien il est en panne. Quand même, non, la dernière réunion du comité de suivi, on avait pensé à un électrochoc. C'était en panne, il fallait remettre l'accord un peu dans la dynamique, mais même avec ça a du mal à redémarrer, Bamba. Non, comme il a dit, en fait, le peuple ne s'est pas approprié l'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé le chat par son nom. Ce qui est dit dans cet accord, c'est purement et simplement les germes d'un fédéralisme dans ce pays. Si on l'avait dit directement et qu'on s'y prépare en nous disant, bon voilà, chaque région pourrait avoir son autonomie peut-être. Mais si on n'appelle pas le chat par son chat et qu'on découvre qu'en réalité ce qu'on nous présente comme étant un chat est plutôt un lion, les gens ça les frustre. Donc jamais le peuple ne comprendra ce qui se trame là. Il faut être clair, jouer franc jeu avec le peuple. Alors, par rapport à ces autorités intérimaires, d'abord, à peine que la loi est votée, elle est violée déjà. Ok. D'abord, quelles sont les conditions de nomination des autorités intérimaires? Il y a des groupes parmi lesquels on ne peut pas choisir les présidents des commissions, les présidents des assemblées régionales, mais ce qu'on avait fait. L'article, je ne sais plus si c'est 154 ou autre là, a été violé, à peine qu'elle a été votée. Alors, la première nomination de Kidal, c'était Banga. On savait très bien qu'il était issu des groupes armés, Fagaga. Et que le texte Fagaga, et que le texte disait clairement que les membres des groupes armés ne pouvaient pas accéder à ces postes. Alors, cette tergiversation fait que souvent, comme vous l'avez dit, confirme à souhait, et on n'a même pas besoin de nous poser la question, notre pays, malheureusement, n'a plus le leadership de la mise en œuvre de cet accord, et c'est bien dommage que ce soit d'autres qui mettent un accord pour nous apporter la paix à nous. On n'est pas à bord du Titanic, mais le navire continue à prendre, à mon avis, quand même de l'eau. On se débrouille avec les moyens de bord, et ça ne va pas fonctionner, à mon avis. Alors, le problème est simple, c'est-à-dire qu'à Kidal, aujourd'hui, on devrait avoir les autorités intérimaires installées, le chef des autorités intérimaires. Mais ce qui s'est passé, vous le savez, la veille, il y a eu une nomination d'un nouveau gouverneur, mais il se fait que le gouverneur nommé est de la tribu des Imrad, et que les autres qui sont de Kidal également, comme les Imrad,
on dit non, c'était pas prévu, il n'en est pas question. Donc ils ont gelé l'installation de l'autorité intérimaire. Du coup, vous avez vu de l'autre côté, à Tombouctou, il y a eu manifestation. À Taoudéni, les gens de Taoudéni ont dit mais non, vous nommez comme président de l'autorité intérimaire un homme d'affaires qui est basé ici à Bamako. Comment vous pouvez nommer... oui, mais il est basé à Bamako. Comment vous pouvez nommer un homme d'affaires basé à Bamako comme autorité intérimaire? Donc je pense qu'il a manqué un peu de tact au gouvernement. Mais il faut dire que ce n'est pas le gouvernement seul qui a proposé les noms. Parce que la loi dit, des groupes proposent et le gouvernement prend la décision. C'est ce qu'il faut dire. Donc je pense qu'il faut recommencer, il faut sensibiliser à nouveau, il faut voir les leaders de ces tribus-là, de ces communautés, pour désigner de manière vraiment consensuelle des responsables des autorités intérimaires pour que ça démarre. En principe, demain, selon le nouveau calendrier, le MOC, c'est-à-dire les patrouilles mixtes, devait commencer à Gao. Est-ce que les patrouilles vont commencer avec cette situation? On ne le sait pas. Oui, les patrouilles devaient commencer le 20 à Gao et le 28 février à Kidal. Adam Cham, sur cette question d'autorité intérimaire. Je ne sais pas quoi dire. Moi, j'étais en train de réfléchir à la stratégie sur le centre, donc la question que tu as posée à tous les autres, et puis on a changé de sujet. Maintenant, cela ne m'empêche pas de penser qu'au moment où les accords, en fait, les nominations des autorités intérimaires étaient rendues publiques, Kemassina n'avait pas fini d'enterrer ces morts. Et donc, il y a eu des noms et moi je me suis vraiment retrouvé comme devant une espèce de conférence de Berlin bis où le Nord est partagé entre les belligérants. Et ça, c'est au moment où, par exemple, dans les auditions, les gens vous disent, nous sommes allés voir à la gendarmerie, ils disent qu'ils n'ont pas de carburant, que leur voiture n'a pas de pneus, etc. Imaginez simplement l'argent déversé sur les régions de Ménaka, de Taoudéni et autres en construction. Je crois qu'il y a un problème. Et il y a d'autant plus de problèmes que la question que nous sommes en train de vivre du centre est née au Nord. Instrumentalisé encore par des groupes qui existent au Nord. Donc, si on me pose, moi, la question de l'accord, je dirais simplement que le temps est arrivé où l'accord doit intégrer, effectivement, toutes les grandes zones de conflit, comme le centre. Ok, il y a aussi une question de méthodologie par rapport à Gao, Tombouctou, Kidal, on va en parler. Mais Monsieur Maïga, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence à vouloir installer des autorités intérimaires à Gao et Tombouctou si l'on sait que dans 2 ou 3 mois, ce seront des élections régionales, par exemple? Oui, tout à fait, M. Tagara. Mais il y a un flou artistique qu'on a organisé. Tantôt on parle de la loi, mais ce qui est en train d'être appliqué en termes d'installation des autorités intérimaires, c'est une entente. Dont je disais tantôt, nous ne connaissons même pas le statut juridique dans notre pays. C'est une entente. La loi qui avait été défendue devant l'Assemblée nationale pour introduire la notion d'autorité intérimaire dans notre corpus juridique, cette loi et son décret d'application ont été mis de côté. Parce qu'il n'est pas dit dans cette loi que les membres des autorités intérimaires devraient être choisis par des groupes armés. Ce n'est pas dit dedans, c'est une entente qui suggère cela. De manière consensuelle. C'est l'accord qui dit de manière consensuelle. Maintenant, cette manière consensuelle-là, comment ça devrait être procédé? On n'a pas dit nécessairement que c'est les groupes armés qui devraient être les acteurs. Les groupes armés devraient définir avec l'État les modalités de désignation de ces autorités intérimaires. Maintenant, peut-être c'est de dire, c'est de responsabiliser la société civile de chaque communauté, de chaque région pour la désignation des autorités intérimaires. Ça devrait être dit, mais on n'a pas dit systématiquement les groupes armés. En tant que juriste, entre la loi et qu'est-ce qui prévaut? C'est clair. Ce que je dis tantôt, en fait, j'ai dit, nous sommes dans une république. Et quand des groupes de pression arrivent à obtenir de l'État un accord, donc l'État concède des parts de prérogatives, mais il doit y avoir un habillage juridique. Les magistrats viennent d'obtenir tout de suite des avantages de l'État, mais ce n'est pas ce protocole qui a été signé qui sera appliqué. Il faudrait passer par la loi. D'accord. Sans être juriste, on sait que l'entente n'existe pas dans l'ordonnancement juridique au Mali. Mais l'autre question par rapport à Kidal Bamba, est-ce qu'il n'y a pas une exception
Kidal, une exception CMA. On se rappelle, le Mali avait donné rendez-vous au monde entier pour dire on va signer un accord pour la paix et la réconciliation. La CMA s'est fait désirer. Le Mali, une fois annoncé la rentrée des classes, la CMA a retardé. Et hier, c'est à l'aéroport que le gouvernement, l'équipe gouvernementale a été informée. Or, la CMA vient à Bamako quand elle le veut, mais l'axe Bamako-Kidal pour le gouvernement, est-ce que la CMA n'est pas en train de on ne va pas dire se moquer, mais il est temps peut-être que quelqu'un dise à la CMA d'arrêter de se foutre de l'État, quoi, de la nation. Mais Yangui Souros, M. Tangara, ce que vous dites est bien vrai, il y a une exception kidaloise. Mais qui soutient cette exception? Cette exception a été fabriquée par qui? Qui les protège? Qui les arme? Qui fait en sorte que le Mali ne peut pas accéder à une partie de son territoire? On sait que le Mali n'est pas le seul pays au monde où il y a des problèmes de divergence ethnique. On a la France avec les Basques, on a les Bretons, on a d'autres pays, on a l'Algérie avec, comment on appelle, les Kabyles, on a le Sénégal avec la Casamance ou autre là. On n'est pas les seuls. Mais pourquoi c'est au Mali qu'on veut nous imposer ce qu'on n'impose pas ailleurs? Donc l'exception kidaloise est voulue par une certaine communauté internationale qui n'a pas les meilleures informations que nous avons. Notre diplomatie n'a pas souvent... Est-ce qu'il faut rejeter tout le temps la faute sur les autres? C'est important pourquoi? C'est important pourquoi? Ouais. Quand vous acceptez l'arrivée de forces internationales sur votre pays, et elles ont des missions. Quand vous prenez le mandat de la MINUSMA ou de Barkhane, c'est clair qu'ils sont là pour la stabilité et la paix au Mali. Mais le plus souvent, les actes qui y sont posés, qui a empêché les Maliens d'arriver à Kidal? Qui? C'est qui? Quand vous signez un accord comme celui qu'on a signé, il s'impose à vous. Et ce qui a provoqué la réaction de la CMA hier, c'est qu'elle estime qu'elle n'a pas été consultée pour la nomination du gouverneur, okay? Et qui appartient à un autre groupe, le groupe de la plateforme. C'est ça qui a provoqué... Et là, peut-être sans vous arrêter, est-ce qu'un gouvernement doit se référer... Oui, non, est-ce qu'un gouvernement doit signer un tel accord déjà? C'est ça la question. Ce n'est écrit nulle part dans l'accord pour la désignation du gouverneur. C'est déjà ça la question. Est-ce que nous devions signer un tel accord? C'est déjà ça la question. Puis, après l'avoir signé, comment on le met en œuvre? Moi, je ne vois pas pourquoi, effectivement, le gouverneur actuel étant CMA, on la lève en catimini et on l'informe les autres plus tard. Il y a une question de process. Il y a une question de process, de faire, c'est tout. Et Radouane, qu'on a écouté, l'a dit. Il dit c'est pas que nous sommes contre le gouverneur nommé, mais nous sommes contre la méthode. Okay. Parlant de méthode, Serge Daniel, est-ce qu'on n'a peut-être pas mis les charrues avant les bœufs? La conférence d'entente nationale pouvait être l'occasion non pas de réécrire l'accord, mais de pallier certaines insuffisances constatées au sein du document. Est-ce qu'il peut-être il ne fallait pas tenir la conférence d'entente nationale d'abord, avant peut-être d'aborder ces questions? Ça aurait été peut-être l'occasion d'arrondir les angles à certains niveaux peut-être. Moi, je pense que l'idéal aurait été d'organiser cette conférence d'entente nationale pour pouvoir avancer, pour pouvoir baliser. J'ai vu les thèmes de référence de cette conférence d'entente nationale. Je me demande, il y a des mots que les gens n'aiment pas, mais je pense qu'il faut élargir peut-être le cadre des thèmes de référence. Le mot référence, par exemple, ça c'est très important. Il faut peut-être élargir les termes de référence. Je pense qu'on ne peut pas tenir aujourd'hui une conférence d'entente nationale sans parler du centre. Ce serait dépassé. Du sud, oui, de tout le Mali, j'allais dire. Je veux dire du sud, du centre, de l'est, de tout le Mali, c'est pas possible. Alors, on ne va pas se limiter, ça ne se limite pas heureusement au terme Azawad. Et si vous prenez le pacte national parle déjà du terme Azawad, si vous voulez. Nous avons là une occasion de parler entre fils du même pays. C'est vrai, peut-être que ce que craint le gouvernement, c'est que la conférence d'entente nationale ne se transforme en conférence
nationale souveraine. On peut baliser le terrain, mais il faut permettre aux gens de parler, d'aborder tous les problèmes pour pouvoir avancer. Je pense qu'on ne peut pas, on a une occasion là, rare, unique à mon avis, dans les semaines qui arrivent. Je ne sais pas si la conférence d'entente nationale pourra se tenir au mois de mars, mais même si c'est au mois d'avril, ça ne pose pas de problème, mais qu'on puisse débattre de tous les problèmes de la nation là, au cours de cette rencontre-là. Je voulais juste préciser un fait historique. Pour la première fois, le mot Azawad est prononcé dans une lettre en 1958 adressée au général de Gaulle, où des Touaregs demandaient l'indépendance. Donc, c'est ce mot-là qui a été pris pour en 91 être mis dans le pacte national, aujourd'hui être rappelé. Si les Maliens se révoltent autant, parce qu'ils savent que ce mot fait référence à un acte bien précis, donc de 58. Et cette lettre-là, elle circule, là, les gens peuvent la lire. Donc, c'est frustrant pour un Malien aujourd'hui de voir que ce qui n'a pas pu être fait en 58, que quelques 56 ans après notre indépendance, c'est comme quelque chose qu'on nous impose. Et moi, je vous dis, faisons attention, on veut nous avoir à l'usure. On veut tellement fatiguer les Maliens avec ces problèmes-là que finalement, on dise, OK, donnez-leur leur indépendance. Mais pourquoi on se battrait pour des zones arides? C'est parce que quelque part, on ne dit pas les vraies raisons. Il y a des enjeux géostratégiques et fortement économiques qui sous-tendent cette guerre-là, qu'on ne dit pas assez, mais que d'autres médias relayent. Donc le Mali se bat pour ses terres et ses ressources. Oui, moi, je ne sais pas, hein, franchement, cette théorie du nord du Mali qui croule sous les ressources naturelles, il faut faire attention. Parce que le président Atété avait dit qu'en juillet 2009, on aurait notre premier baril de pétrole, on ne l'a pas eu. Il faut faire attention. Mais ça, ce n'est même pas la question, parce que je ne suis pas géologue, pas plus que vous, on attendra. La question, pour moi, ce que je voulais poser, c'est il faut quand même pas qu'on continue d'infantiliser la nation. La conférence d'entente nationale, c'est une catharsis. Elle ne donnera pas plus qu'une catharsis. Le gouvernement est trop bien formé pour savoir qu'elle ne peut pas être une conférence souveraine puisqu'il y a des institutions démocratiquement élues. Donc ça, ce n'est pas leur peur. Le problème, c'est qu'on a traîné simplement avec la mise en place de l'accord et au sud, il y avait une forte réticence effectivement à évoquer même la question de l'Azawad. Et j'avais pensé que la conférence nationale que demandaient les partis politiques n'était pas du tout celui qui était prévu dans l'accord 4. Et je ne crois pas que ça nous amènera loin. En tout cas, les questions que nous avons eues et dont nous déplorons les conséquences sont une question de gouvernance. Ce n'est pas la conférence nationale qui les résout. Ok, Monsieur Maïga, que faire maintenant, puisque le constat sur le terrain, peut-être, c'est pas un constat d'échec, mais la région, le nord de la région de Ségou est peut-être en train de s'embraser, le centre, ça va pas, le nord, bon, on va pas dire qu'on a perdu le nord, mais l'accord peine à être appliqué. C'est pas un constat d'échec, mais que faire vraiment pour redémarrer véritablement les choses? Moi, je pense que la balle est rattrapable. Mais simplement me joignant à M. Thiam, je dis aussi que le terme Azawad est fortement rejeté, même au nord du Mali. C'est clair, il est fortement rejeté à Tombouctou comme à Gao, encore plus. Ce qui reste à faire, pour moi, la bouée de sauvetage que nous avons, c'est la conférence d'entente nationale, qui est prévue dans l'accord et qui dit simplement que le peuple malien doit être appelé à une conférence d'entente nationale pour analyser les causes profondes de la crise que nous avons connue de 2012 à aujourd'hui. L'analyser et maintenant élaborer une charte pour la paix, la réconciliation au Mali. Et c'est très important. Donc ça veut dire que toutes les causes sociales doivent être invitées. Et je l'ai dit tantôt, de Caille à Sikasso, Kidal, Taoudine, tout le monde doit venir. Mais vous savez, si vous invitez quelqu'un de mon village sur les causes de la crise, il vous demandera quelle crise. C'est toi qu'on invitera. Il vous demandera quelle crise parce qu'il n'a pas le sentiment de vivre une crise. Donc, une conférence qui fera appel à tout le monde n'existe pas. Il s'agit autant de l'envahissement du nord du Mali par les groupes djihadistes, terroristes et rebelles que du coup d'État de mars 2012, que des relents des terrorismes que nous avons vécu à Radisson Blu, à Sikasso,
à Mycénie et autres. Ça fait partie. Et le Massina, tout dernièrement. D'accord. Mais qu'est-ce Ok. qui vous dit que c'est ça les causes profondes? Ok, Non, c'est d'analyser c'est les manifestations de la crise. les causes D'accord. profondes qui ont engendré On va justement faire ces le, on différentes va faire le crises. tour de table. Adam Véritablement, Thiam, ça doit être fait. vous allez avoir la parole. Je voulais oui. dire que la conférence d'entente. Moi, je suis de votre avis, contrairement à Adam. C'est pas nouveau aussi. Oui, c'est pas nouveau, oui, c'est vrai. Mais c'est pas le. Mais d'autres sont contre. Vous savez, le premier ministre respectable de ce pays, Zoumana Sako, il a officiellement écrit au médiateur pour dire, moi, je ne viens pas vous voir pour discuter des conditions d'organisation de cette conférence d'entente nationale. Donc, il y a des pour et des contre, mais Adam, le problème, c'est quand même qu'il faut trouver un cadre de discussion pour sortir de la crise. Nous sommes un pays quand même en crise, en grave crise. Vous avez un accord qui est totalement en panne, il faut le dire, il faut dire les choses brutalement. Donc, il faut quand même trouver un cadre de discussion pour sortir de la situation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à proposer, mais moi, je pense que la conférence d'entente nationale, si c'est bien balisé, on s'entend sur les termes de référence, on peut aller à une conférence d'entente nationale et ressortir plus fort que jamais. Adam Thiam, les que propositions moi, je ne sais ensuite pas Bamba. Ce que je Pour pense, clore, oui. si ce que la CEMA dit est vrai, ils sont assis, on leur envoie un coup de fil pour dire c'est Ishrach le gouverneur. Si ça s'est passé comme ça, effectivement, ce n'est pas la conférence nationale d'entente qui résoudra ce genre de problème. Et imaginez le genre, imaginez le nombre de problèmes de ce genre que nous avons et qui nous renvoie tous à une question, c'est la manière dont nous sommes gouvernés. Et je ne crois pas effectivement une conférence nationale. On peut parler de la gouvernance au coup de Bon, La conférence. ben alors, donc, la gouvernance, ça peut être un terme de la conférence nationale. D'accord. Il y a des choses qui sont faites et il y a des choses qui ne sont pas faites. Mon mot de clôture, je dirais tout d'abord qu'un Pas État... le mot de clôture. Hein. Oui, C'est pas la fin. mon mot. Mais c'est pas la fin. Je veux simplement dire que un État responsable ne peut pas prendre une décision et en informer par téléphone simplement ses partenaires. Moi, je suis sûr que l'État du Mali, avant de prendre la décision, a fait des concertations à la base. Mais maintenant, pourquoi ça a foiré, il faut qu'on se le dise. Mais moi, je suis un peu ancien, hein, je reste figé sur ma demande de conférence nationale bis, comme on en a eu en 91. Ça n'a duré que 15 minutes. Bien tenu. 15 minutes. 15 jours. 15 jours. Et moi, je dis toujours que la crise que nous vivons actuellement ne peut pas être résolue simplement par un petit débat. Il faut un grand débat national. Sinon, vous dites simplement conférence d'entente régionale, mais pas nationale. Donc, moi, j'attends d'une telle conférence nationale bis, qui n'est pas souveraine, mais 3 textes fondamentaux. Une nouvelle constitution qui ferait, comme on appelle, le résumé de l'ensemble des réformes constitutionnelles. Une nouvelle charte électorale et une nouvelle charte des partis et un nouveau code électoral pour rebâtir le Mali nouveau. Parce que là où on est, il faut repenser la gouvernance. Et cette conférence-là, c'est l'occasion jamais. Système de défense. D'accord, on va garder espoir et se rappeler la citation, le Mali peut tanguer, le Mali ne chavirera pas. Donc c'est pas un Titanic. Voilà, on va garder espoir. Troisième thème de l'émission, avec ce président atypique nommé Donald Trump qui s'en prend à la presse et également à la justice de son pays, notamment à travers cette loi sur l'immigration. Ousmane Bamba, les premiers pas de Trump à la Maison-Blanche, est-ce que vous êtes un peu surpris par la tournure que les événements sont en train de prendre avec Donald Trump? Non, moi, je ne suis pas surpris parce que le produit a été livré conformément à la commande. Et pour une première fois, un politicien fait ce qu'il a dit. Et M. Trump est en train de mettre en œuvre la politique qu'il avait promise aux Américains. Alors pourquoi ils ont voté pour lui, ça c'est autre chose. Donc rien de ce qu'il fait ne me surprend parce que tout ce qu'il est en train de mettre en œuvre, il avait si bien dit. Pour une fois, on a, comme on appelle un politique qui fait ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce que ce qu'il met en œuvre nous plaît ou pas? Forcément pas. Mais moi je vois, si vous voyez même la physionomie de l'homme, il est en train de changer. Et je crois que la pierre brute est en train de se polisser. Il n'a pas le choix. Et il arrivera un moment où il fera exactement comme les autres l'ont fait avant lui. Parce que même quand vous regardez dans son visage, avant les élections et maintenant, on sent qu'il y a une transformation qui est en train de Est-ce qu'on regarde la même télé? Oui, absolument. Donc la pierre est en train de se polisser. Mais là, vous Bamba, parce que ça reste la parole à Bamba. Alexis, parce que quand vous regardez tous les présidents, avant d'être président, ils ne sont plus les mêmes quand ils deviennent présidents. Il y a quelque chose qui change, Bamba. Et puis, ce n'est pas le seul président atypique. On en connaît d'autres, vous et moi. Hein, je ne vais pas les citer. Ça ne va pas faire plaisir, probablement. Mais le problème, effectivement, c'est qu'il a dit, je vais faire ça. Il est en train de faire une partie
de ce qu'il a dit. Il ne pourra pas tout faire. Son vice-président est parti à l'OTAN il y a quelques jours. Il a plutôt rassuré les gens. Alors que pendant la campagne, ce que Trump disait, c'était « Non, je m'en fous de l'OTAN », etc. Donc, il y a la réalité du terrain. Vous allez voir les immigrés, il va en chasser quelques-uns, mais après, il va se rendre compte qu'il y a quand même dans ce pays plus de 8 millions, je crois, d'immigrés clandestins et en situation irrégulière, et que ça régule plutôt le marché du travail. Donc, il y a ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire, mais il y a plutôt son style qui agace, si vous voulez, quelqu'un qui insulte les journalistes, etc. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui insultent les journalistes. Ouais, il affiche sa préférence fort par rapport à CNN, par exemple. Adam Cham, Donald Trump, tout à fait, ouais. Mais Trump, c'est quoi? C'est un éléphant. Et comme dirait Serge, un éléphant, ça trompe énormément. Mais il trompe son peuple d'abord. L'éléphant a des trompes aussi. Il trompe son peuple d'abord, parce que la plupart de ceux qu'il avait promis candidats, il est en train de revenir là-dessus. Peut-être qu'il ne va faire que le mur. Et ce mur-là, ce n'est pas le Mexique qui va le payer. Et l'oléoduc aussi. Voilà, ce n'est pas le Mexique qui va le payer. L'oléoduc qui va le faire, il va remettre en cause tout l'acquis de la COP 21. Il n'y a pas de doute. Il va remettre en cause, s'il le peut, aujourd'hui, en tout cas son représentant spécial en Syrie l'a dit, il leur faudra un peu d'égoïsme, mais ils vont régler le problème peut-être de la Syrie, enfin de l'État islamique. Mais, vous savez, il a déclenché une guerre énorme contre la plus grande institution américaine, qui est la presse. Je ne sais pas comment ça va finir. Il y a en tout cas des spécialistes américains qui se demandent si Trump va finir son mandat et s'il ne regrette pas déjà d'avoir été élu président. Oui, Maïga. Oui, en fait, c'est un président populiste qui a surfé sur les ressentis de l'électorat américain et maintenant qui se bute à la dure réalité de l'exercice du pouvoir dans un pays fortement institutionnalisé. Un individu ne peut pas faire ce qu'il veut aux États-Unis, fût-il le président des États-Unis. Alors là, je pense qu'il va mettre de l'eau dans son vin, mais il ne va pas pouvoir réaliser ce qu'il a promis de faire. Maintenant, comment il va procéder? Terminera-t-il son mandat? Ça, c'est des grandes questions que se posent, parce que ce n'est pas qu'à la presse qu'il s'est attaqué, il s'est attaqué même à la justice. Et là, c'est beaucoup plus grave. Alors, donc là, c'est beaucoup plus grave tout ça. La justice américaine, c'est une institution pleine et entière qui s'assume. Okay. Et je pense qu'il en paiera les frais. Une dernière question peut-être géopolitique. Est-ce que Trump ne va pas conforter cette montée un peu des extrêmes, que ce soit au niveau de l'Europe du Nord et puis même de la France, puisque on se doutait de l'arrivée de Trump, il est parvenu à se faire élire président. La montée des extrêmes en Europe, est-ce que Trump, il va un peu conforter cette dynamique? Je ne vais pas vous poser la question si Marine Le Pen va se faire élire présidente en France, mais sur cette question, est-ce que ça ne va pas conforter la montée des extrêmes? Absolument. Moi, je suis d'ailleurs que Marine Le Pen soit élue présidente de la France. Au moins, cela dit qu'elle allait décrocher le franc CFA de l'euro, qu'elle ne va pas faire à nos États ce qu'elle ne veut pas qu'on fasse à son État. Alors, ça permettra aussi de voir les vrais visages de nos républiques, qui est la terre nourricière des droits de l'homme. Et donc, je me dis, ce n'est pas la fin du monde. Hein. C'est les peuples de ces nations-là qui choisissent. Eh bien, on a choisi Trump. Qu'est-ce que nous on peut? Pourquoi l'Afrique doit-il regarder toujours les autres présidents pour ce qu'ils font pour l'Afrique ou pour ce qu'ils feraient pour l'Afrique? C'est le président de ces pays. Obama a été élu ici, on pensait que c'était un Africain, que voilà, l'Afrique s'en sortirait mieux. Mais j'ai dit, ben non, c'est un président américain. Si demain, ça conforte l'électorat d'extrême droite d'élire Marine Le Pen, mais ça nous fait quoi? C'est pas le peuple malien, c'est... Voilà, c'est l'héroïne. J'en sais rien. C'est-à-dire, il faut d'abord que l'exemple, il faut d'abord que Trump lui-même prospère. Et il ne faut pas non plus oublier les spécificités des États-Unis. Attention, il ne faut pas surestimer l'électeur américain. Et d'ailleurs, le monsieur n'a pas été élu au suffrage universel. Il a été élu par le système électoral au suffrage universel. Il est tombé.
Il est tombé. Et donc, je ne sais pas si cet exemple va être contagieux en Occident où tu as des sociétés assez vieilles, des politiques assez huilées, malgré les difficultés qu'ont les candidats bien pensants de la France. Je vois mal Marine Le Pen être élue et on voit en Autriche que ça n'a pas prospéré pour le candidat de l'extrême droite. En Angleterre, c'est extrêmement difficile de faire émerger encore les skinheads. Je ne crois pas vraiment qu'il y a un grand danger à ce que l'exemple de Trump soit contagieux. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant-chercheur. Je rappelle qu'il est professeur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui participe à cette émission pour la première fois. Merci. Ousmane Fafa Bamba de Info 7 et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.